Écoutez, d'abord, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette nouvelle webconférence. Soyez les bienvenus. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le sujet traité est un sujet que j'ose déclarer d'intérêt général. Pas national, mais en tout cas d'intérêt général. Confiance et plein-être au travail, le duo gagnant pour retenir les talents. Je suis accompagné aujourd'hui par Caroline Sider. Donc, Caroline est directrice exécutive chez Amplitude. À ce titre, elle pilote un panel de grands clients, mais aussi elle s'investit énormément sur tous les sujets relatifs à la qualité de vie au travail, dont fait partie effectivement cette thématique. Ce qui lui donne d'ailleurs une vision très opérationnelle de ce sujet, et j'espère qu'elle va vous retranscrire cette opérationnalité de son expérience sur ces thématiques-là. Caroline, j'ai une première question pour lancer cette conférence. Pourquoi ce sujet? Alors c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations, de vos préoccupations bien sûr, puisque aujourd'hui les entreprises mènent de gros projets, je dirais autour du management, autour du bien-être au travail, et pour autant elles font face à un certain désengagement de leurs collaborateurs qui leur coûte cher, et puis du turnover et de la difficulté à recruter et fidéliser les talents. Très bien, le sujet me semble posé. Tu as, me semble-t-il, des chiffres assez évocateurs à nous commenter, Caroline. Oui, alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est effectivement des chiffres assez importants. Alors, selon l'étude Gallup, il y aurait aujourd'hui 6% des collaborateurs français qui se déclareraient pleinement engagés et parfaitement satisfaits au travail. Ceux qui se déclarent malheureux au travail sont aux alentours de 20%. Donc là, c'est un chiffre qui interpelle, surtout puisque la moyenne mondiale, selon Gallup, donc c'est le baromètre State of Workplace, est de 10% de salariés qui se déclarent satisfaits. Pour autant, on le sait, on en parle beaucoup, les salariés français sont assez productifs. Et la productivité des salariés français, selon l'OCDE, est supérieure à la moyenne européenne. Alors, en légère baisse quand même, au niveau du rang, puisqu'on était 12e, on est maintenant 15e des pays de l'OCDE, mais il y a quand même une productivité importante. Et d'ailleurs, le CNRS, Daniel Linhart, sociologue au CNRS, nous explique qu'il y a un vrai engagement pour le coup, alors en tout cas une implication très importante des salariés français au travail qui presque se suridentifient à leur travail. Et pour faire face aux challenges et être toujours performants, ils ont tendance à surconsommer les psychotropes. Et ça, c'est un point, je dirais, dont on parle beaucoup dans les médias et qui est à prendre en ligne de compte pour se dire, mais finalement, comment est-ce qu'on peut faire qu'un salarié s'épanouisse au mieux dans son travail et puisse donner la meilleure qualité, le meilleur de lui-même, je dirais avec une certaine endurance liée au fait qu'il s'épanouit complètement et qu'il ne se sent pas oppressé par le travail. En tout cas, si on veut ramener tout ça à des euros, le baromètre Mozart Consulting Apicil nous dit que pour l'année 2018, le coût du mal-être en France est de 13 340 € par salarié et par an. C'est absolument énorme. C'est énorme. Et alors, comme ça, là, au niveau national, ça donne quoi? Alors, au niveau national, là, on revient sur l'étude Gallup qui nous parle, accrochez-vous bien, de 97 milliards d'euros en 2017, le coût du mal-être en France. 97 milliards. Oui, 97 milliards. Millions, milliards. 97 milliards d'euros. C'est hallucinant. Alors, juste un point, excusez-moi, j'ai oublié en préambule de vous dire que vous pouvez poser des questions par chat. Nous aurons un plaisir de vous répondre. Si ce sont pour des sujets techniques, le son ne marche pas bien, etc., Annie vous répondra. Mais si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, on se fera un plaisir avec Caroline d'y répondre.
Alors, on peut aussi donc parler du taux de turnover français qui est en hausse de 2 points entre 2012 et 2018. Bon, néanmoins, je pense qu'il faut quand même relativiser certains de ces chiffres. Le turnover en France reste très inférieur à la moyenne mondiale, qui est de 23%. D'accord. Et également, le mal-être notoire dans l'étude Gallup est passé de 2017 à 2018 de 25% à 20%. Donc, on est quand même sur une tendance, je dirais, importante, mais qui n'est pas extrêmement forte par rapport à d'autres pays. Non, voilà. Cette tendance un peu partout, et on est peut-être un peu mieux, c'est peut-être aussi que psychotropes. Quelque chose à certainement améliorer en France. Alors, dans le titre de la conférence, donc merci pour ces chiffres, il est clair, à mon avis, assez bien le sujet et qu'est-ce qu'il faut faire justement par rapport à ce chiffre-là. Dans le titre de la conférence, Caro, tu nous parles de confiance. Comment s'installe-t-elle cette confiance? Alors, il existe, selon certains scientifiques, une hormone de la confiance vis-à-vis d'autrui, l'ocytocine. Alors, c'est une hormone qui est créée au moment de l'accouchement par la femme et qui facilite son accouchement. Et cette ocytocine serait, alors je dis bien serait, parce qu'il y a des batailles d'experts là-dessus, serait propice à la confiance vis-à-vis d'autrui et chez le rat, alors là je vous parle chez l'homme, mais et chez le rat on parle même d'inhibition de la peur et de l'agressivité. Alors, la personne qui fait référence autour de ces théories, donc c'est Paul Zak, et c'est un conférencier TED, il travaille beaucoup autour de l'hormone ocytocine, et il a identifié 8 actions que les managers peuvent mettre en œuvre et qui sont propices à augmenter le taux d'ocytocine. Je tiens quand même à préciser que des personnes comme Molly Brackett ou Ed Young précisent que l'ocytocine est aussi facteur parfois de sentiments un petit peu plus exacerbés comme la jubilation ou comme l'envie. Et que, voilà, cela dit, je trouve que ce que dit Paul Zak est assez important sur les actions managériales. Donc, on va vous les dévoiler. Finalement, il y a des choses qui sont assez importantes et qu'on va retrouver dans le concept de plein-être. Donc, bien sûr, la notion de reconnaissance, l'accompagnement du projet professionnel, ce qu'on appelle le développement intégral, et puis tout ce qui a à voir avec la sphère d'intervention du salarié dans son travail, sur son travail. Alors, lui laisser, dans une certaine mesure, mais une importante mesure, choisir ses tâches, lui laisser intervenir sur le comment faire, et puis bien sûr tout ce qui a à voir avec les relations entre les personnes. On y reviendra aussi sur le bien-être au travail. Lâcher un peu le pied sur la directivité, quelque part. Ça va au-delà de ça, je dirais même, Luc. C'est vraiment comment s'appuyer sur chacun des salariés au niveau du collectif et au niveau de l'individuel pour lui permettre d'être acteur de l'exercice de son métier, des choix autour de son métier. Derrière ça, il prendrait une responsabilité qu'il vivrait plutôt comme une reconnaissance, comme un intérêt qui lui est porté. Et donc, ça aurait tendance à augmenter chez lui l'engagement et la confiance. Très bien. Alors, on a l'habitude d'entendre et de parler souvent de bien-être, un concept qu'on comprend assez bien. Là, tu utilises un terme qui est le plein-être. Comment le définis-tu, le plein-être? Alors, déjà, il faut préciser que le plein-être au travail, c'est un concept de l'ESSEC Business School. D'accord? Donc, aujourd'hui, sur YouTube, vous pouvez tout à fait voir des vidéos de Hamid Bouchiki, de l'ESSEC Business School, sur le plein-être au travail. Alors, ce qui est intéressant, finalement, j'ai essayé d'en faire une sorte d'équation. On voit le plus, on voit l'égal. Voilà, exactement. Donc, le bien-être au travail, ça serait le bien-être au travail, plus le fait d'être au travail, c'est-à-dire de se réaliser dans le travail. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on met derrière chacun de ces deux items? D'accord?
Alors, le bien-être au travail, finalement, ça serait le fait de disposer de ressources, de toutes les ressources nécessaires pour pouvoir faire face aux exigences de son travail, qu'elles soient exigences métiers, qu'elles soient exigences émotionnelles, qu'elles soient exigences relationnelles et sociales. Donc, ceci, c'est finalement de l'ordre de ressources d'information, de relations, de reconnaissance managériale, un carburant, je dirais, vital, mais aussi d'organisation du travail, d'ergonomie, enfin, on y reviendra, des notions de sens aussi, hein, de compréhension de la politique de l'entreprise, et puis en avoir conscience, et puis s'en saisir. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des politiques et des actions de bien-être au travail. Alors, l'être, je dirais, ça se mesure un petit peu moins, on y reviendra. C'est-à-dire que pour accompagner cette possibilité qui va être donnée aux salariés d'être pleinement au travail, eh bien, on va lui permettre d'agir sur son travail en fonction de ses aspirations propres, de ses propres zones de plaisir, d'efficience et de performance. Et là, être acteur là-dessus, eh bien, c'est un vrai sujet. Le CNAM travaille beaucoup, la chaire de psychologie du travail au CNAM travaille beaucoup sur ce sujet. Et on voit que finalement, c'est moins simple, notamment au niveau de la posture du manager. Alors, comment est-ce qu'on peut agir et travailler sur des actions qui vont permettre le bien-être au travail? En ce qui concerne le bien-être, on est ici, nous, on accompagne nos clients sur des politiques très structurées, tout à fait mesurables, et je dirais, bon, elles ne sont pas forcément sur une année, mais que l'on peut tout à fait organiser, structurer, qui sont des politiques RH, de formation, des politiques autour de qu'est-ce qu'un bon manager, des politiques autour de la communication de la stratégie de l'entreprise. Tous ces éléments-là sont, je dirais, un petit peu palpables. En ce qui concerne l'être, là, on est plus sur de la transformation culturelle, on est sur de l'inspiration. On est sur des essais à échelle réduite sur lesquels les gens vont partager, vont échanger. On va être plus sur des notions de droit à l'erreur, d'exemplarité relationnelle. Et puis des choses qui petit à petit, comme ça, vont s'infuser, se diffuser. En gros, c'est beaucoup moins palpable. C'est vrai que pour nous, les Français, on a tendance à aimer les choses très cartésiennes, qui se mesurent, voilà, et c'est peut-être aussi pour ça que ces transformations peuvent avoir des difficultés à se mettre en œuvre au niveau des entreprises. Or, elles s'accompagnent et on peut aussi accompagner les entreprises sur ce sujet. Donc, on va dire que typiquement, on est sur une équation de 1 plus 1 égale 3. Oui. Donc, les deux combinés amènent effectivement quelque chose de beaucoup plus fort que chacun pris individuellement. Tout à fait. Dans la définition de l'être, le mot aspiration que tu as utilisé, moi, me semble fondamental. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui. Alors, l'aspiration, c'est ce qui va faire que une personne va se réaliser, va pouvoir être ce qu'on appelle aussi dans le flow, c'est-à-dire ne pas ressentir finalement de fatigue, être en capacité finalement de se ressourcer dans les actions qu'il va mettre en œuvre, donc il va avoir une valeur ajoutée énorme, bien sûr pour l'entreprise, pour le groupe, pour le collectif, et ceci avec une certaine endurance. Alors, 3 pistes non exhaustives, je vais vous en citer d'autres après, qui peuvent vous permettre, je dirais, de mieux comprendre et de mieux révéler les aspirations de vos collaborateurs. Alors, il y a la piste des générations. Voilà. Effectivement, on estime que pour les baby boomers, l'aspiration serait d'avoir un certain cadre, d'avoir des valeurs, et notamment le sujet de l'éthique est un sujet extrêmement important pour eux. Pour la génération X, on parle de conciliation de vie pro, vie perso, on parle effectivement de convivialité, mais issu des années 80, il y a aussi cette notion de challenge qui est assez présente pour la génération X.
La génération Y, effectivement, on nous parle beaucoup de l'auto-entrepreneuriat, de la liberté, du fait de chercher à être constamment en dynamique. Et puis la génération Z, Qui arrive là, oui. qui arrive sur le marché de l'emploi. Alors on nous parle beaucoup effectivement de communauté, de digital native. Donc cette notion aussi de vouloir tout le temps changer du nouveau, hein, semble faire partie des aspirations. Mais alors je mets attention, attention, ne pas coller des étiquettes aux gens parce qu'ils ont tel ou tel âge. On sait aujourd'hui, par exemple, que la génération des milléniaux n'est pas autant que ça des zappeurs qui cherchent à changer d'emploi tout le temps. 80% reçoivent encore de l'aide financière de leurs parents. Il y a 20% de chômage chez les jeunes milléniaux. Ils recherchent quand même une certaine stabilité, hein, le fameux CDI. Et puis, on sait aujourd'hui dans les auto-entreprises que c'est plutôt les gens qui ont 50 ans qui ont des auto-entreprises pérennes. Et les jeunes ont plutôt tendance à se retrouver vite au chômage. Donc voilà, il faut proportion garder. On a itéré le sujet génération. La prochaine conférence sera complètement dédiée à ce sujet-là. Donc on a utilisé plein de termes, peut-être qui n'est pas effectivement tout saisi, mais on éclairera ça à la prochaine conférence. Deuxième piste alors. Alors, deuxième piste, on peut travailler autour de profils motivationnels, de profils comportementaux, qui vont permettre à chaque personne, et puis donc à leur écosystème, de prendre conscience des zones de plaisir qui sont les leurs et vraiment de ces zones d'efficience qui vont faire qu'ils vont complètement s'épanouir dedans. Donc, nous, on travaille avec le profil disque et avec le profil facteur de motivation, mais il en existe d'autres, comme par exemple le profil de la processcom. Et dernier point, on travaille aussi beaucoup sur la posture de coach qui va faire que le manager ou l'écosystème va permettre à chaque salarié finalement de reprendre conscience, parce que parfois on l'oublie, de nos motivations intrinsèques, hein, donc qui se logent plutôt dans le cortex préfrontal. Donc là, on est sur de la neuroscience, hein, de l'analyse neurocomportementale. Et finalement, par des questions ouvertes, très simples, face à un blocage, un changement, une difficulté, des questions ouvertes qui permettent à la personne de ressolliciter ce cortex et de se retrouver finalement face avec ces motivations intrinsèques, ces motivations fortes qui le ressourcent. En fait, si on pose directement la question à une personne, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos motivations, on va dire que 8 fois sur 10, soit on ne sait pas, soit on tombe à côté. Donc effectivement, c'est assez complexe d'aller les révéler. Alors, tu nous parles d'aspiration, tu nous parles de culture, tu nous parles de choses qui doivent s'installer dans le temps. Oui, c'est ça. C'est bien de comprendre, moi, et certainement nos auditeurs et auditrices, ce que ça veut dire. Alors, donc là, vous l'avez compris, on est bien sur la partie être du plein être. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on peut aujourd'hui mettre en œuvre, je dirais, des actions qui permettent à chaque personne de se ressourcer dans l'action et d'être pleinement performant et efficient. Donc, à la fois le plaisir et la performance. D'autres actions, donc là, qui sont possibles hein, pour infuser cette culture du droit à l'erreur, de la révélation, quand je dis révélation, je vous rassure, hein, je parle de révélation de ces énergies constructives, eh bien, on peut les voir ensemble. Vous avez des actions autour des test and learn et puis du partage de tout ça, des actions autour des postures agiles et des méthodes agiles, des actions autour de l'audace, de l'authenticité, du feedback, ce sont des choses extrêmement concrètes qui peuvent être développées, le co-développement.
Donc, on peut notamment faire référence à certains de nos clients que nous accompagnons là-dessus. Je peux vous parler donc d'un grand groupe dans le secteur du service B2B et de la production, d'ailleurs aussi B2B, qui a choisi de systématiser avec nous des ateliers de co-développement, et ceci depuis 3 ans. Sachant que le co-développement en posture de coach va vraiment permettre à chacune des personnes d'aller chercher assez loin en lui et de se révéler. Et puis, bien sûr, il y a cet aspect communauté, partage. Cette même entreprise, aujourd'hui, a décidé de mettre en place des méthodes agiles, pas uniquement au niveau de l'IT, mais au niveau de la totalité de ses projets. Et elle travaille également sur les postures agiles, et ceci pour l'ensemble de ses salariés. Alors, pour parler bien-être, ceux qui ont l'habitude de nous suivre dans notre conférence ne vont pas être étonnés si tu nous parlais des 4 bulles, le schéma des 4 bulles d'amplitude. C'est bien ça? C'est bien ça, je ne peux pas passer à côté des 4 bulles. Donc là, on était sur l'être, on va passer maintenant sur le bien-être. Donc, la politique de bien-être, finalement, se doit de mettre en place des actions sur, je dirais, les 4 sphères, c'est-à-dire aussi bien le salarié en lui-même qui va devoir être acteur pour pouvoir faire face aux exigences émotionnelles de son travail. Les éléments que vous voyez, exigences émotionnelles, conflit de valeurs, autonomie, marge de manœuvre, ce sont les facteurs potentiels de RPS selon le rapport Golac. Et l'idée est d'augmenter les bulles, donc de repousser ces facteurs de RPS en agissant simultanément auprès des salariés eux-mêmes, facteurs individuels, au niveau de la direction de la DRH de l'entreprise et de ses politiques, et notamment de sa communication autour du sens global qu'elle peut transmettre aux salariés. On peut bien évidemment travailler sur l'accompagnement des managers avec des actions sur le management par la QVT et le lien aussi avec la performance. Et puis aussi au niveau des élus, des RH, au niveau de l'organisation du travail, pour permettre, je dirais, une meilleure prise en compte du bien-être au travail, au niveau de l'organisation, au niveau de l'étude des charges de travail, ou des éléments comme ça, bien évidemment, des conditions de travail. Okay. Le tout augmente la zone de bien-être perçue par le salarié. Un peu plus concret, justement, d'accompagnement de nos clients sur ces 4 thématiques. Oui, tout à fait. Donc, vous allez les voir apparaître donc, sur chacun des facteurs, donc pour chacun des typologies de salariés. Alors, exemple, une entreprise très connue des télécoms que nous avons accompagnée sur l'ensemble de ces facteurs, donc auprès des salariés, comme auprès des managers, comme auprès des RH et des CHSCT, et bien évidemment au niveau de la direction sur la mesure, le pilotage et aussi des choix forts autour du bien-être en entreprise. Pas uniquement, c'est ça qu'il faut retenir, le bien-être, ça n'est pas uniquement les conditions de travail et le fait d'avoir une salle zen. On sait très bien que les gens ne s'en saisissent pas forcément parce que ils se disent si j'y vais, finalement, on me demande de dépointer, ou si j'y vais, que va dire mon manager? Il va trouver que je suis un tir au flanc. Donc, le bien-être au travail, ça s'accompagne sur l'ensemble des sphères que vous voyez là. Et ça se mesure, voilà, on parle vraiment de politique d'amélioration continue. On peut donner aussi un autre exemple d'élus, CHSCT-CE, donc là on est sur le facteur métier, que nous avons accompagné pour quel secteur, le secteur de la distribution. Pour finalement être en capacité de trouver le bon recul, la bonne distance face à l'expression de la souffrance des salariés pour pouvoir mener, je dirais, des entretiens d'écoute et des entretiens de soutien qui soient vraiment aidants par rapport à l'écosystème, par rapport
au salarié lui-même et finalement de permettre à chacun de trouver la bonne distance. Ça me semble un point extrêmement important et sur lequel nous sommes, vous le voyez, de façon très concrète, à même de vous accompagner. Alors, si on mesure, on est capable d'identifier les résultats de ces actions-là? Oui. Oui, tout à fait. Alors, on le sait aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement des élus, hein, le dernier point sur lequel… CHSCT. CHSCT et CE, les deux, oui, les deux. Okay. Qui aujourd'hui sont vraiment en capacité de mettre en place d'autres types d'entretien, d'écoute et de soutien, et finalement de beaucoup plus alerter avec des éléments beaucoup plus factuels, beaucoup plus précis, la direction, les managers, mais aussi avec un souhait de leur part d'aller encore plus loin sur la partie assistance à la souffrance. Donc, véritablement mieux comprendre les émotions, les débordements d'émotions et comment est-ce qu'on peut accompagner quelqu'un, pas uniquement en allant toujours dans son sens. Voilà, si c'est me permettre. Donc, des résultats très concrets. Je ne vois pas apparaître pour l'instant des questions. Je répète que si vous effectivement souhaitez en poser, n'hésitez pas. On pourra effectivement, il y a encore quelques minutes pour échanger ensemble autour de ce sujet-là. En tout cas, merci. Je pense que le sujet était assez clair. Je voulais juste en terminer en disant que nous arrivons au terme de cette conférence aujourd'hui. Donc, encore une fois, il y a encore quelques minutes pour échanger si vous le souhaitez. Donc, vous l'avez compris, Amplitude peut accompagner de manière assez concrète nos clients sur ces thématiques-là, hein, comme tu as pu le démontrer, soit à travers nos formations en petits groupes autour de sujets QVT au sens large, peut-être des sujets plus précis qu'on peut aborder dans ces formations-là, soit en accompagnement individuel, hein, par rapport à des cas plus précis, soit en accompagnement collectif, travailler sur un comité de direction, sur une équipe, une division, un département, voire encore d'ailleurs, on peut intervenir dans une convention manager sur cette thématique-là, Ouais. sur laquelle on peut effectivement faire intervenir nous-mêmes, faire intervenir la direction de nos clients, des conférenciers extérieurs et voire co-animer des ateliers à l'intérieur de ces conventions. Donc, à travers toutes nos expertises, on peut accompagner assez largement ces sujets-là. Ouais. C'est ce qu'on a voulu également vous démontrer hein, par l'exemple. Ce qu'on peut retenir finalement hein, de cette notion de bien-être au travail, c'est la coexistence, l'idée de faire coexister à la fois des politiques structurées, organisées, anticipées, mesurées, et des éléments beaucoup plus de l'ordre de la culture, beaucoup plus de l'ordre du partage, de la communauté, du développement individuel et collectif, de l'accompagnement de chacun sur son projet professionnel et sur la révélation de ses talents, et surtout la culture du test and learn and tell, et aussi de partager véritablement tout ce qui vient, tout ce qui a pu être mis en œuvre chez les uns et chez les autres. Nous avons aujourd'hui des clients, je pense à un client de la distribution, qui aujourd'hui est de manière locale, met tout à fait en œuvre cette notion de je choisis ma zone de plaisir, j'exprime que selon ma zone de plaisir, eh bien, moi j'aimerais plus me spécialiser sur telle ou telle partie du métier. Finalement, les gens se retrouvent ensemble à être responsabilisés ensemble sur une partie du métier sur lesquelles ils s'éclatent, hein, pour parler de façon un petit peu comme ça péremptoire. Et ils s'éclatent ensemble. Les baromètres clients sont extrêmement bons, sont de mieux en mieux au niveau des baromètres et des enquêtes de satisfaction client. Et puis, au final, le tout de façon très naturelle, spontanée et pas forcément formalisée. Très bien. Écoute, on a une fois de plus tenu notre promesse, c'est-à-dire de terminer à 12h. Attendez, j'ai un petit souci pour passer la dernière slide, mais ça y est. Donc, merci. Il me reste à te remercier, Caro, hein, pour cet éclairage-là. Remercier surtout nos clients
qui se sont connectés pour leur écoute. Je ne vois pas de questions à ce stade, donc je pense qu'on va pouvoir effectivement clore cette webconférence à 12 heures précises, c'était notre promesse. Notre prochaine webconférence sera dans une thématique finalement assez connexe, puisque tu vas éclairer en partie dans ta conférence, mais on va éclairer de manière encore plus approfondie justement ces différences entre ces différentes générations aujourd'hui, sur lesquelles on peut, en tout cas le management des baby boomers peut être dans temps assez déconcerté. Donc quel management, effectivement, quelle adaptation avoir face à des générations qui aujourd'hui ont des aspirations effectivement et des modes de fonctionnement relativement différents. Merci encore de votre écoute. J'espère, on est bien entendu à votre disposition pour aller plus loin si vous le souhaitez. Et à très bientôt. Très bonne journée à vous.